Je voudrais remercier de nouveau nos conférenciers, ceux qui sont là déjà et ceux qui vont arriver, pour le travail qu'ils ont fait à préparer tout ça. Alors, c'était une réunion qui était prévue initialement le 14 mars 2020. Et j'ai eu la chance de les recontacter cette année en espérant qu'ils allaient dire oui. Et ils ont dit oui. Et je les en remercie vraiment très chaleureusement. Je voudrais remercier aussi une petite équipe qui était à l'accueil, qui a fait beaucoup de travail pour que cette réunion soit une réussite. Et en particulier, je vais nommer Christine. Je sais qu'elle n'aime pas ça, mais je vais quand même la nommer. Elle n'est pas là, elle est toujours à l'accueil. Mais elle fait un travail formidable. Et voilà, au nom de l'ASTA, je la remercie, ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour vous accueillir, pour préparer les badges, etc. Beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un tout petit peu d'histoire sur notre relation avec le Sénat, en fait. C'est une relation qui date de très longtemps, puisque les premières relations ont commencé en 1856, quand Henri Hammet a fondé la SCA. Elle a été accueillie par les sénateurs et en particulier le marquis de Hautpoul, qui lui a facilité l'installation du rucher que vous voyez à l'écran, là, le rucher historique de la SCA, qui se situait à ce moment-là dans le jardin de la Pépinière. Le jardin de la Pépinière, pour vous, ça ne vous dit rien. C'était un grand jardin, une grande propriété qui était au sud du Sénat vers l'Observatoire et qui maintenant se limite, si j'ose dire, à la grande perspective de jardin qui va du Sénat jusqu'au... Mais en fait, il y avait par exemple la fac de pharmacie, la rue d'Assas, tout ça, ça faisait partie de la Pépinière. Voilà. Donc ce rucher a été édifié en 1856. Jusqu'en 1866, il a été dans cet endroit. Et puis le baron Haussmann a remanié beaucoup cette partie du jardin. Et ensuite, eh bien, le rucher est revenu. Hein, c'est les photos en sépia. Le rucher est revenu en 1872, si je ne m'abuse. Et puis, il a connu un certain nombre de modifications. Et on a commencé à voir au milieu du XXe siècle l'organisation qui ressemble un peu à celle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire des ruches en arrondi, avec une petite cabane au milieu. Et puis ensuite, il a été remanié complètement en 1990. Et là, vous voyez monsieur le président Alain Poher qui inaugure le rucher tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes ces formes hexagonales que vous connaissez tous, parce que vous êtes probablement, ou en tout cas en grande partie, passé au rucher école de la STA dans le jardin. Voilà. Et en fait, c'est pour les touristes qui passent aujourd'hui, et ce que vous connaissez tous, et voilà, c'est ce qui se passe le mercredi après-midi et le samedi. Voilà. Des gens studieux qui ont le rucher, les ruches à portée de la main. Voilà. Ensuite, je voudrais juste terminer ma présentation. Alors, je suis désolé, mais peut-être les photos sont un peu coupées. Avec ces 5 photos, bien sûr, notre sujet aujourd'hui, c'est la photo centrale avec l'abeille domestique et ses pelotes de pollen. Et par extension, quand on regarde cette abeille, on pense aux insectes pollinisateurs, aux abeilles sauvages, aux insectes en général, et aussi aux plantes qui nourrissent nos abeilles. Et puis tout autour de ce centre, de notre sujet principal, vous avez des ruches inondées, vous avez un sol desséché, vous avez des incendies de forêt, etc. Et puis vous avez un manchot. En fait, ces 4 photos symbolisent l'humidité qui n'est pas forcément favorable à l'apiculture, la sécheresse, bien sûr, les feux. Et le 4e, c'est plutôt le froid. Alors j'ai choisi un manchot, pourquoi un certain nombre d'entre vous savent que j'ai été faire, dans ma jeunesse, il y a 40 ans et plus, 2 séjours dans les terres australes. J'ai travaillé sur les manchots, que peut-être vous appelez pingouins. Voilà, c'est comme si vous les appelez pingouins, c'est comme si vous disiez, en fait, on fait le miel avec le pollen. C'est à peu près ça qu'il faut penser. Donc, parce que je vais vous faire une petite confidence, les pingouins, ça vole. Et les manchots ne volent pas. Voilà. Bref, je reviens au manchot. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce manchot, en fait? C'est parce que moi, j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps
Et j'ai vu que dans les colonies, vous savez, dans les océans au sud, vers le continent antarctique, il y a un certain nombre d'îlots rocheux qui servent de lieu de reproduction à beaucoup d'animaux très spécialisés comme les manchots. Et il se trouve que ces animaux pondent sur les îlots, mais vont chercher la nourriture en mer. Et le problème du réchauffement climatique pour ces animaux, c'est pour ça que je les évoque, comme un peu une extension de notre réflexion, c'est qu'ils vont chercher la nourriture en mer, sauf que la mer se réchauffe, que les courants changent, que la nourriture s'éloigne, et quand les reproducteurs vont chercher la nourriture, eh ben, ils vont trop loin, et quand ils reviennent, souvent les poussins sont morts. Voilà. Donc c'est une autre manifestation, il y en a 1000, sans doute chacun vous avez vos exemples, mais je tenais à ça, c'est un petit côté secret, un petit jardin secret pour moi. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer la parole à monsieur Vincent Eblé, qui va nous dire 2 mots. Alors lui, il est très attaché aussi à l'apiculture et il va vous expliquer pourquoi. Et je vois que Madame Mello est en train d'arriver, donc on va faire une transition formidable. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Thierry, Madame la Sénatrice, chère Colette, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom, au nom de ma collègue Colette Mélomé, qui va dire un mot dans quelques minutes, de vous souhaiter la bienvenue au Sénat pour accueillir ces travaux aussi utiles que nécessaires sur la thématique retenue aujourd'hui, celle des pollinisateurs face aux défis du réchauffement climatique. Nous connaissons la coopération historique entre votre société et notre institution, et Thierry Durosel vient de l'illustrer. Pour ma part, en raison des liens familiaux qui m'attachent au président Durosel, j'ai eu à connaître de la situation de votre mielerie, ici même, au cœur du jardin du Luxembourg, et nous avons agi de concert pour faire évoluer positivement cette situation qui nous semblait bloquée durablement. Je suis heureux d'avoir pu obtenir l'inflexion attendue. Même si les travaux, eux, ne sont pas encore engagés, devraient l'être maintenant dans des délais raisonnables. Notre Chambre haute, au-delà de son rôle d'élaborer la loi et de contrôler l'action du gouvernement et des administrations de l'État, consacre aussi beaucoup de temps à la réflexion sur l'actualité comme de façon prospective sur les enjeux d'avenir. Notre Sénat le fait au travers de ses missions parlementaires, de ses rapports budgétaires ou pour avis, de ses missions de recherche ou encore dans les nombreuses auditions de ses différentes commissions, de ses diverses délégations ou groupes de travail. Nos travaux de différents types, dont beaucoup ne sont pas médiatisés, sont autant d'outils pour forger puis éclairer nos convictions, en particulier lors de l'examen des projets de loi du gouvernement ou des propositions de loi qui sont, elles, initiées par les parlementaires eux-mêmes. Les questions que vous allez aborder au cours de vos travaux d'aujourd'hui sont essentielles car les innombrables publications scientifiques et rapports de toute nature qui traitent du climat et de son évolution sont évidemment alarmants et nous nous devons d'entendre tant les experts scientifiques, les chercheurs, que les praticiens du quotidien que vous représentez admirablement. Ceci est nécessaire pour mieux décider et pour anticiper, si cela est encore possible sur ce sujet, confrontés comme nous le sommes au constat dramatique du réchauffement climatique. Nous savons combien l'apiculture connaît de grandes difficultés, alors que le rôle des abeilles dans notre nature est totalement fondamental pour le renouvellement de la flore d'abord et pour la protection de la faune subséquemment. Nous devons donc de mettre nos moyens publics au service de la préservation des abeilles et je salue à ce titre la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a annulé la prorogation de l'utilisation des néonicotinoïdes décidée par la France en 2020. Permettez-moi de vous dire que l'élu de conviction socio-écologique que je suis est ravi de cette fermeté de notre Union européenne sur cette question majeure. Pour autant,
Certains de nos collègues dans cette maison, et Colette, qui n'en fait pas partie, le sait bien, ne voient pas tous d'un aussi bon œil cette décision de justice au motif du péril potentiel pour certaines cultures, notamment betteravières. Je souligne cela pour mettre en exergue à quel point le combat sur ces questions est constant et qu'il faut sans cesse rester mobilisé en veille, en sentinelle de l'environnement, tiens, ça me rappelle un petit slogan. Donc, sans cesse rester mobilisé pour défendre la nécessité d'une évolution de nos comportements pour préserver notre avenir commun. Dans un autre domaine, mais enfin il est connexe, j'imagine que vous en discuterez lors de ce colloque, la question du traitement des dégâts causés par les frelons asiatiques est aujourd'hui tout aussi délicat à résoudre, compte tenu de leur prolifération très rapide, pour ne pas dire exponentielle. Vos conclusions en la matière nous sont très précieuses pour nous aider à prendre de bonnes décisions. Et je sais enfin à quel point la question de la progression de la sécheresse de notre climat peut être également regardée comme une urgence déterminante pour votre activité, tant la raréfaction hydrique est préoccupante pour l'activité des insectes pollinisateurs. J'ai moi-même un ami assez proche qui était vice-président du département de Seine-et-Marne durant la longue période de 11 ans où j'étais moi-même président. Et il est apiculteur, désormais à la retraite de son activité élective. Sans doute beaucoup d'entre vous le connaissent, Gérard Bernheim. Et donc, avant de préparer les quelques mots que je vous adresse, je l'ai appelé et c'est lui qui m'a dit « N'oublie pas de parler du frelon asiatique et de la situation de sécheresse parce que tous les apiculteurs que tu vas avoir en face de toi, c'est leur quotidien. » Bref, la qualité de votre programme de travail ce matin démontre combien les questions sont nombreuses. Ce programme souligne également que les réponses ne sont pas aussi simples à apporter et nécessitent la confrontation des points de vue, mais aussi celle, je le répète, des bonnes pratiques dont vous êtes les experts. Je vous souhaite donc de très bons travaux. Je regrette de ne pas pouvoir rester trop longtemps, mais notre week-end est extrêmement studieux, tant dans la maison que dans nos territoires électifs. Mais voilà, je formule le vœu que vos travaux soient studieux et que la sagesse du Sénat vous inspire. Bon colloque à vous tous. Monsieur le Président, cher Monsieur Durossel, cher Vincent, collègue et ami de Seine-et-Marne, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous dire le plaisir qui est le mien de vous accueillir aujourd'hui au Sénat. Mon collègue l'a déjà fait, je récidive. Comme vous le savez, le Sénat possède un rucher-école dans les jardins du Luxembourg qui perpétue une tradition peu banale d'un rucher en plein centre de Paris et offre une jolie récolte annuelle, même si elle n'est pas aussi importante qu'on le souhaiterait. Croyez bien que nous en sommes très fiers. Signe également de toute l'attention que porte le Sénat à la protection des abeilles. Je ne manque pas de le dire à des collègues parce que malheureusement, tout le monde ne sait pas dans cette maison qu'il y a un rucher dans le jardin. L'abeille nous réunit aujourd'hui, et entre scientifiques, apiculteurs, représentants du monde politique, nous sommes tous concernés par notre environnement et par ces insectes dont la présence semblait si naturelle il y a peu et dont on craint de voir s'effondrer dangereusement les populations. Je citerai Maurice Maeterlinck, à qui les a connus, à qui les a aimés, un été sans abeilles semble aussi malheureux et aussi imparfait que s'il était sans fleurs et sans oiseaux. Lorsqu'il écrit ces lignes en 1901, Maurice Maeterlinck, auteur d'un ouvrage remarqué sur l'apiculture, est loin de soupçonner combien ses propos anticipent la réalité mondiale qui est la nôtre aujourd'hui. Le sort des abeilles domestiques et sauvages est désormais un enjeu politique majeur et écologique, étant donné leur rôle essentiel dans la pollinisation des plantes à fleurs, le fonctionnement des écosystèmes et l'alimentation humaine. De fait, la mortalité massive des abeilles a fait entrer l'apiculture de plein pied dans les questions environnementales. Ainsi, l'abeille est consacrée sentinelle de la biodiversité. Les premiers à l'avoir compris sont nos amis slovènes.
avec Anton Jansa, qui a révolutionné l'apiculture du XVIIIe siècle, posant les bases de nos pratiques modernes partout en Europe et dans le monde. Présidente du groupe d'amitié France-Slovénie au Sénat, j'ai pu découvrir l'attachement de ce peuple à l'apiculture au travers des discours passionnés sur la beauté des abeilles et la mobilisation de toutes les générations. Toutes les régions sont concernées et certaines productions de miel bénéficient même d'une appellation d'origine contrôlée. Il faut dire que le miel fait partie du patrimoine mondial. L'initiative slovène de créer une journée mondiale des abeilles le 20 mai contribue sans nul doute à mettre en avant les abeilles sur la scène internationale, mais également à attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs, sur les menaces auxquelles ils sont confrontés et sur leur importante contribution au développement durable. C'est un enjeu majeur pour garantir des productions végétales diversifiées et de qualité, pour maintenir l'autonomie alimentaire nationale et pour préserver la diversité des espèces animales et végétales essentielles aux équilibres des écosystèmes. Beaucoup reste à faire pour éveiller les consciences, pour trouver l'équilibre nécessaire entre protection des pollinisateurs et intérêt des agriculteurs. Les débats sur la suppression des néonicotinoïdes ont montré que le sujet reste sensible. Mais je ne doute pas que les exigences, les expériences et les apports scientifiques partagés devraient permettre d'avancer. En tout cas, c'est indispensable, il le faut. Pour conclure, parce que je vous ai déjà retardé dans vos travaux, je veux vous remercier de votre présence et je vous souhaite d'excellents travaux. Malheureusement, je ne resterai pas avec vous, car, comme vous l'a expliqué mon collègue Vincent Eblé, nous sommes pris par des travaux importants, chacun le sait, pendant tout le week-end encore, et ensuite nous devons retourner sur nos territoires. Donc voilà, c'est en tout cas un moment très important et vraiment, vous vous êtes tous mobilisés, vous êtes très nombreux, ce qui prouve l'intérêt de vos travaux. Merci, Monsieur le Président.